Le Maroc fait partie intégrale de ma vie puisque dans l'année, on passait ces 2 mois de vacances ici, avec la culture d'ici, les coutumes, les valeurs. Donc voilà, c'est ancré en moi. Je devais avoir 18 ans quand je me projetais dans la vie. Je me disais, mon idéal, ce serait de me marier et puis d'aller vivre au Maroc. On peut aller s'installer n'importe où dans le monde, mais je pense que le Marocain, il est vraiment attaché. Même s'il a grandi en France, même s'il a eu son parcours, je pense qu'il est profondément attaché à son pays. Le Marocain n'est pas égoïste. Tu veux utiliser mon bien, vas-y. La flamme de l'entrepreneuriat, je l'ai depuis longtemps. D'accord, j'ai déjà fait des tentatives. Ça n'avait rien à voir avec l'immobilier. La petite anecdote, c'était je vendais de la maroquinerie. Passer outre les règles qu'on nous a données où 19h tout est fermé, d'accord. À minuit, tu n'appelles pas les gens. Dimanche, attention, sacrilège. Ici, non, ici, non. Ici, tu dois t'adapter à une autre mentalité, une autre manière de fonctionner, une autre... Mais c'est génial. Tu peux pas choisir un pays comme le Maroc et te dire je prends tous les avantages du tourisme, de la chaleur, etc. sans te dire j'accepte aussi cette partie de l'année qui est non. Mais tu sais, une fois, j'étais choqué à un touriste qui m'a dit que ça le dérangeait Le Aden. Ouais. Je fais, mais t'es dans un pays musulman. Mais c'est pas un endroit où je me dirais tiens, je vais y aller. Je pense que quand tu vis à Marrakech, c'est pas le lieu que tu as envie de fréquenter, quoi. Non, tu fréquentes tous les lieux sauf celui-là. Ouais. Salut les amoureux du Maroc, aujourd'hui je retrouve Lamia qui est une abonnée de la chaîne. En fait elle m'a contacté il y a quelques semaines et vous allez découvrir son parcours, son histoire. En quelques mots, ils ont décidé avec sa fratrie de revenir au Maroc, à Marrakech, et de lancer un projet de conciergerie. Donc on va parler de sous-location, de Airbnb, un peu d'immobilier, mais pas que, vous allez voir, c'est une interview très intéressante. Donc bonne découverte. Salut Lamia et bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci, le plaisir est partagé. J'aime bien commencer par le petit lien avec le Maroc. C'est quoi ton premier souvenir du Maroc? Je devais avoir 14 ans. C'était des vacances que j'avais passées avec des cousines à Tamarès. J'avais passé 15 jours, 3 semaines en bord de plage, à camper. Plein de souvenirs, plein d'émotions. Voilà. Tes parents, ils sont de Casablanca, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ma maman est de Casablanca, mon père est du côté d'El Jadida. Comment ça s'est passé ton passage en France? Je suis née à Casablanca. Je suis partie en France, je devais avoir à peine 2 ans. Regroupement familial et puis ma maman a rejoint mon papa. Tu as passé toute ton enfance en France? Exactement, ma scolarité, tout. J'ai grandi là-bas, j'ai fait ma scolarité là-bas, j'ai fait mon parcours de vie là-bas, mes expériences, mon parcours professionnel. Et durant toute cette période, est-ce que tu gardais un lien avec le Maroc? Alors oui, on avait un papa qui était très attaché au Maroc et du coup, chaque année, c'était le branlement de combat pour les vacances au Maroc. C'était pas des vacances de 2 semaines ou 3 semaines, on passait quasiment 2 mois. Donc le Maroc fait partie intégrale de ma vie puisque dans l'année, on passait ces 2 mois de vacances ici, avec la culture d'ici, les coutumes, les valeurs. Donc voilà, c'est ancré en moi. Et comment tu as vécu justement ce fait d'avoir ces deux cultures, le côté français et le côté marocain? Très enrichissant parce que tu as 2 valeurs ancrées en toi. D'une part, la partie française avec toutes les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, mais également toutes ces valeurs et ces cultures marocaines qui font que je suis moi. Ça fait partie de moi entièrement. Qui tu es? Qui je suis. Et cet ancrage de tes origines qui fait que tu n'oublies pas d'où tu viens. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu revenir au Maroc et que tu es aujourd'hui ici à Marrakech? C'est une envie de très longue date. Je devais avoir 18 ans quand je me projetais dans la vie. Je me disais, mon idéal, ce serait de me marier et puis d'aller vivre au Maroc. Ah, ça, c'était mon idéal. Bon, la vie en a voulu autrement. C'est revenu d'un coup. L'âge qui passe et puis tu as fait le tour professionnellement parlant, tu as fait ton parcours de maman et arrivé à un moment donné, tu te dis ok, maintenant je fais quoi? Les choses se sont faites naturellement, l'idée est venue et puis elle a mûri et je me retrouve ici. Donc ça a pris plusieurs années
avant de se réaliser. Oui, oui, oui. C'était quelque chose qui était ancré, qui n'était pas mûri. Est-ce que tu aurais pu le faire avant ou pour toi c'était le bon moment maintenant? C'était le bon moment. Peut-être pas assez de maturité, pas assez d'expérience professionnelle, pas assez d'ancrage en moi-même, d'accord? Il fallait que ma personnalité se fasse entièrement. C'était le bon moment. Tu as 2 enfants, c'est ça? Oui, et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, Qui sont grands maintenant. qui sont grands maintenant. Et est-ce que tu leur as donné ce goût du Maroc aussi? Oui, totalement. Alors, la vérité, c'est que c'est pas moi qui leur ai donné, c'est leur grand-père, hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en eux. Ma fille est actuellement à Marrakech et c'est vrai qu'elle en a besoin. Mon fils, c'est pareil. Ils ont besoin de revenir aux sources, sachant qu'en plus, eux, ils sont nés en France. Peut-être qu'ils viendront nous rejoindre ici. Mais j'y compte bien. Dans mes abonnés, j'ai beaucoup de personnes d'origine marocaine Oui. qui ont grandi en Europe. Tu comprends, vu que tu l'as vécu, tu comprends cet engouement de revenir ici et Oui, je le de créer comprends. des projets ici. Oui. Chacun d'entre nous a un parcours de vie, un parcours professionnel qui fait que voilà, on arrive à un certain cap de la vie. On a cette vibration qui est en nous qui te dit ben pourquoi pas. Allez, je vais faire le défi là-bas. On peut aller s'installer n'importe où dans le monde, mais je pense que le Marocain, il est vraiment attaché. Même s'il a grandi en France, même s'il a eu son parcours, Ouais. je pense qu'il est profondément attaché à son pays. C'est vrai que même parfois, la troisième génération Oui. qui vivent en France, Ouais. même s'ils connaissent pas vraiment bien le Maroc, ils ont ce lien qui sera jamais coupé avec le pays. Il y a un cordon ombilical qui Ouais. qui se coupe pas. Et malgré ça, c'est quoi les peurs qui pourraient venir vers toi quand tu as cette idée de revenir ici? La peur, c'est de sortir déjà de sa zone de confort, parce que on a beau dire, mais en France, on a ce rythme de vie, cette stabilité qui fait que on est dans une routine qu'on connaît. À venir ici, c'est tout quitter, un mode de vie. Ouais. En découvrir à nouveau et puis découvrir la méthode de fonctionnement d'ici qui est totalement différente. En France, par exemple, tout est carré, Trop d'accord? carré. Trop carré, il n'y a pas de flexibilité. Ici, au contraire, tout est flexible. Donc, c'est plutôt ça, c'est de se dire comment ça va se passer, l'appréhension de se faire arnaquer, par exemple, l'appréhension de tomber sur des personnes qui sont à l'affût de la moindre opportunité. Mais je pense que voilà, c'est un défi qu'il faut oser et puis partir à l'aventure. Redonner une flamme à l'intérieur de soi, de challenge, de découverte, et voilà. Ce qui est amusant, c'est que même si tu as des origines marocaines, tu as un peu les mêmes problématiques qu'un étranger aussi. Parce que vivre ici, c'est différent que de venir en vacances. Totalement, parce que on pense qu'on est en terrain acquis parce qu'on est d'origine marocaine et on se dit c'est facile. Tu parles Non. d'Arija aussi. De quoi? Enfin, tu parles la langue oui, un peu. oui, je parle la langue. C'est vrai qu'on se dit oui, ça va être facile, mais en vérité, on a les mêmes appréhensions qu'un Français ou n'importe quelle origine qui va venir s'installer au Maroc. On a ces appréhensions, c'est découvrir un nouveau mode de vie. Il faut s'adapter, il faut trouver ses repères, ses marques, créer un nouveau réseau. On arrive ici, bon, il y a la famille, mais par exemple, c'est pas mon cas ici à Marrakech. Ma famille est à Casa, donc tu es obligé de sortir de ta zone de confort et aller au devant du relationnel. Une nouvelle aventure. Totalement. Et c'est ça qui est génial, qui est enrichissant. Tu as cette adrénaline qui malheureusement tu la perds quand tu es dans un train-train quotidien. Ouais, tu commences vraiment un nouveau chapitre de ta vie. C'est ça. Ça te rend encore plus vivante, je pense. Oui, c'est exactement le terme qui est approprié. C'est que tu renais, tu redonnes un sens à ta vie. C'est génial. Et pourquoi tu as choisi Marrakech? Alors, c'était stratégiquement pour ma société. Ouais. D'accord. On a ouvert une société avec ma fratrie. Et stratégiquement parlant, c'était le point d'ancrage pour un nouveau démarrage. Parle-nous de ce projet justement. Comment est née l'idée? D'où est-ce que ça part? L'idée est partie, alors pour la petite anecdote, on était à table et puis on parlait, on était vraiment saturés de cette vie avec mes sœurs. On a eu l'idée de se dire, bon,
il faudrait peut-être réfléchir à un projet. Il faut savoir que nous, on a une maison à Casa qui est fermée depuis le décès de mon papa. La grosse problématique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas louer sur du long terme parce qu'on avait peur, qu'on était loin, et que de la location sur de la courte durée était une gestion complète. Donc l'idée d'ouvrir une conciergerie est arrivée. Et là, de par mon parcours professionnel, comme j'étais dans l'immobilier, donc j'étais dans la promotion immobilière, l'idée est venue de se dire, ben voilà, j'ai travaillé pendant des années pour mes patrons, et ben là, et c'est là où on était d'accord avec ma fratrie, c'est qu'on allait apporter notre service, notre savoir-faire, notre savoir-être, et ben aux propriétaires de biens. Et en fait, c'est de leur apporter à eux, aux particuliers, plus aux patrons. Donc, toutes les personnes qui ont un bien au Maroc et qui est vide la plupart du temps. C'est ça. Chaque personne aujourd'hui, le MRE, le Marocain résident en France ou peut-être l'étranger qui a investi au Maroc, qui a un bien qui est fermé ou qui est en gestion, mais par de la famille ou autre, c'est pas forcément simple. Et ben là, on propose notre service. Un service où on va lui optimiser la location, on va lui apporter un entretien, une surveillance. C'est pas anodin, le fait qu'on soit présent, c'est de la vigilance au niveau de son logement. Le service qui est totalement complet, ça passe du check-in, check-out, du ménage. On est à disposition s'il y a un intervenant qui doit passer dans le logement. On souhaite satisfaire le moindre propriétaire au Maroc. C'est un gros projet familial. Oui. C'était quoi les premiers grands défis de ce projet au tout début? Tout premier défi qui se sont présentés à nous, c'était de trouver la meilleure combinaison pour répondre aux attentes. Que ce soit par exemple au niveau du service qu'on allait apporter à nos propriétaires, le service qu'on allait apporter également aux voyageurs. C'était également quelles étaient les plateformes qu'on allait utiliser, comment on allait les utiliser, comment apporter la meilleure rentabilité. Enfin, c'est tous ces points-là. On s'est vraiment mis à la place du propriétaire pour pouvoir répondre au mieux. Alors ça nous a valu des salons, ça nous a valu des heures et des heures de recherche sur Internet, la préparation, pour justement répondre au mieux à l'attente du propriétaire. C'est vrai qu'il y a énormément de MRE qui ont des villas ici, des maisons et qui sont vides la plupart du temps. Oui. C'est un gros marché. C'est la problématique première de tout MRE qui a investi au Maroc. Son logement, la plupart du temps, est fermé parce qu'il a eu une première expérience, soit de location longue durée, ou soit de confier à un ami ou la famille, ou peu importe. Et ça s'est résolu par un échec. Ouais. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour être tranquille, serein, loué, soit il faut être sur place, d'accord, Ouais. et gérer son bien tout seul, Ouais. soit confié à une conciergerie. Et nous, on s'est dit, ben voilà, on va apporter notre savoir-faire et notre rigueur française, d'accord, au Maroc. Ouais. Exactement. C'est quoi les différents besoins d'un propriétaire d'un bien ici? Alors, un propriétaire qui décide de louer son bien, c'est déjà la sécurité des lieux, Oui. d'accord, parce qu'il a investi dans sa déco, dans son patrimoine, la rentabilité, la propreté de son logement. Souvent, c'est l'image que peut véhiculer son logement vis-à-vis des voisins. Si par exemple, il le loue à des personnes qui vont faire la fête ou qui vont faire du bruit, etc., ça peut déranger le syndic de copropriété, ça peut déranger les voisins et du coup, ça va le freiner à la location. Donc vraiment être sécurisé aussi sur les voyageurs qui vont louer leur bien. Le type de personne qui... Exactement. Ouais. Ok, donc je vois bien le projet. Donc là, vous avez commencé. Comment ça se passe quand on veut mettre un bien à travers vos services? Comment ça se passe? Alors, c'est simple. Moi, je m'occupe du développement commercial pour la partie professionnelle, particulier, pardon. Je contacte soit par le biais des réseaux les propriétaires qui ont déjà des biens en location pour leur proposer nos services, soit via notre site internet, notre WhatsApp. Les propriétaires peuvent nous contacter pour avoir une présentation. Donc je fais une présentation d'1 heure, soit en visio, soit en face-to-face.
Donc, on leur présente le concept, on leur présente les services qu'on va leur apporter. On va leur présenter également comment on va fonctionner au niveau de la publication de leur annonce. Et à partir de là, on se met d'accord pour nous confier le bien. Une fois qu'ils nous confient le bien, on va s'occuper de prendre les photos attrayantes pour avoir une bonne visibilité, pour vendre son logement. Une fois qu'on a fait les photos, on va mettre en place l'annonce. L'annonce va être publiée sur différents sites. Alors on travaille avec 21 sites, parce qu'on travaille avec une plateforme qui diffuse sur 21 médias différents, ouais, exactement, okay. Pour la visibilité, sachant que je vais prendre par exemple Airbnb ou Booking. Il faut savoir que ces deux plateformes-là n'ont pas du tout la même clientèle. Le Airbnb va cibler par exemple les jeunes couples qui ont envie d'une escapade amoureuse d'une nuit ou deux nuits. Booking, c'est plus une valeur familiale, un séjour de quelques jours avec des enfants ou autres. Et ben, chaque plateforme a sa typologie de clients. Nous, on a choisi cette plateforme d'une part pour la visibilité, mais également pour avoir la centrale d'appel. On a une centrale d'appel qui va répondre aux voyageurs, peu importe d'où il vient. Ouais. Je ne suis pas encore polyglotte, mais voilà, ça va nous permettre de répondre aux questions du voyageur pour la mise en place. Une fois que le voyageur a validé son séjour, il nous est transféré. Donc à partir de là, on va faire l'entrée du voyageur, son séjour et ensuite le check-out. Est-ce que c'est une entrée humaine ou numérique? C'est très compliqué d'être présent vu la quantité de propriétaires, d'être présent à toutes les entrées. Ouais. D'accord ? Mais on essaye d'être présent pour l'arrivée. Moi, je suis un client Airbnb. J'ai vu l'évolution du début au Maroc et maintenant. Il y a de plus en plus d'appartements où tu as un code sur la porte. Oui. Et au final, tu n'as plus aucun contact humain avec un Marocain. Alors que la valeur ajoutée, c'est d'être accueilli par un humain, prendre un petit thé, des petits gâteaux, tu vois. Le rapport humain reste la priorité. La valeur ajoutée du Maroc, c'est l'accueil chaleureux, d'accord ? Et c'est vrai que l'accueil, vous arrivez avec le sourire, on va vous expliquer les lieux, vous donner les codes Wi-Fi, etc. Bien sûr que c'est le top. Maintenant, il faut savoir que, comme je t'ai dit, on ne peut pas être partout. Ouais. Quand on peut, on le fait. Et avec grand plaisir, hein, comme je t'ai dit, moi, le rapport humain, c'est super important pour moi. Maintenant, il peut arriver qu'on ne sera pas là pour accueillir la personne. Ouais. Après, dans le type de projet comme toi, pour avoir une personne qui est dédiée à ça, tu vois, quand tu as beaucoup de biens, c'est la personne qui accueille, qui pourquoi pas. Reçoit les... C'est une très bonne idée dans le sens où... Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Le projet démarre, donc on a tout à apprendre et à faire évoluer notre société dans ce sens-là. Et ce qui est bien aussi, quand tu as direct la personne humaine de contact, il te donne son WhatsApp, tu peux lui poser une question si tu as besoin. Ouais. Ah, moi, je connais bien le Maroc, tu vois, mais des étrangers auront besoin de certaines indications. Moi, j'en prends note, d'accord. L'information va monter au plus haut niveau. On mettra en place quelque chose comme ça. Et là, tu es arrivé quand à Marrakech ? Alors moi, je suis arrivée début juillet, c'est tout récent. Et la société existe depuis quelques temps déjà, puisqu'on a fait le SMAP IMO, ce qui nous a permis d'être vraiment face à la réalité du MRE. Hein. Ouais. On a échangé avec énormément de personnes qui venaient de France, mais de Belgique aussi, puisqu'ils ont fait le déplacement. Et du coup, on s'est rendu compte que oui, tu avais des personnes qui avaient 2, 3 biens et qui étaient fermés. Tout le monde nous a dit, mais c'est une superbe idée. Ouais. Là, j'ai beaucoup de retours justement des MRE qu'on a rencontrés lors du SMAP qui arrivent pendant leur séjour et qui m'appellent, qui me disent « Bon, bah voilà, Lamia, moi j'ai eu ton flyer pendant le SMAP, je vais acheter un appartement, je signe demain. » Enfin, c'était plus dans la semaine. Et j'aimerais bien vous rencontrer. Par exemple, j'ai des personnes j'en ai un qui m'a appelé, qui avait un appartement à Agadir et une villa du côté de Mirleft. Tu vois ? Okay. Donc, c'est des endroits auxquels j'aurais pas pensé aller démarcher. Ouais. Mais voilà.
à un moment donné, on a prévu de faire des franchises. On a prévu de faire des franchises parce qu'on ne pourra pas gérer toutes les demandes. Donc pour l'instant, vous êtes à Marrakech, Oui. mais tu comptes développer tout le Maroc? Ah oui. L'objectif, c'est de s'implanter à Marrakech pour avoir une assise. Oui. Mais l'objectif final, c'est d'être implanté de Tanger à Dakhla, donc avec des franchisés à qui on apportera toute la méthodologie, tous les supports nécessaires pour se mettre en place. Ouais, Donc, avis aux amateurs. les mêmes valeurs, le concept, Exactement. l'ADN du projet. On gardera une rigueur au niveau de la méthodologie parce qu'on veut vraiment une image uniforme et qui représente vraiment un sérieux et une qualité, un savoir-être et un savoir-faire. Tu as mis en place des process pour t'assurer de la qualité de... Oui, on a étudié chaque étape pour pouvoir garder cette qualité et cette rigueur qu'on veut apporter à tout à chacun, que ce soit au niveau du propriétaire mais également du voyageur. Ouais, les deux côtés. Chaque personne arrivée à l'âge de 40 ans connaît à peu près 3000 personnes. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on en connaît plus. Ouais. D'accord ? Ça veut dire qu'un client satisfait ou un propriétaire satisfait peut en parler autour de lui. Carrément. D'accord ? Ouais. Donc aujourd'hui, l'impact des réseaux, du relationnel via Internet est d'autant plus important et on le voit au quotidien. Donc oui, l'importance de l'image et de la qualité qu'on va apporter, primordiale. Je pense que souvent, quand on fait un business, on doit garder en tête que le consommateur, avant tout, c'est nous. Quand on est consommateur, on s'attend à ce qu'on nous respecte, à ce qu'on ait de la qualité, mais peu importe le produit, Oui. qu'on ait de la qualité, qu'on ait une écoute attentive et qu'on donne de l'intérêt à notre besoin. Et aujourd'hui, moi, je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me mets à la place de mon client, de mon propriétaire ou de mon voyageur. Et son attente à lui est la priorité. Moi, c'est pareil. Mes 2 projets que j'ai créés, je le fais comme si c'était moi le client. Tout ce que je recherche, je veux le donner à mes clients. C'est normal parce qu'en vérité, on est consommateur avant tout. Ouais. Je vois pas pourquoi je ferais quelque chose qui me déplairait à moi. Et quelles émotions tu as ressenties avec les premiers clients que vous avez eus? Ce qui est génial, c'est que je suis partie, quand j'ai fait l'étude de marché, mon prévisionnel, etc., j'avais une idée de rigueur carré. On a un contrat qui est super carré avec des conditions pour protéger le propriétaire, au niveau du voyageur, etc. Et quand j'ai commencé mon démarchage, en fait, je me suis rendu compte que le marché était tout autre ici. C'est que quand tu contactais le propriétaire, surtout qui a déjà son bien en location, il n'est pas freiné. Ok, j'ai un bien, ok, tu veux promouvoir mon logement? Ok, pas de problème, prends ta com. Et en fait, ça c'est génial parce que tu te dis que le Marocain n'est pas égoïste. Tu veux utiliser mon bien, vas-y. Et tu as deux formules qui se sont positionnées à nous. C'est la formule où le propriétaire gère son bien. Tu vas lui apporter que la partie publication, taux de remplissage, ou alors tu as le propriétaire qui va te déléguer son bien. Et là, on prend en charge de A à Z. Comment ça se passe justement au niveau rémunération? Tu as une commission sur... Alors, on a 3 formules. On a la première formule qui est de base et on va dire c'est celle qui est prise à 80%. C'est du 20-80. Sachant que nous, on optimise dans le sens où on a un logiciel qui nous permet de voir la fluctuation du marché. Selon les événements, selon s'il y a un concert ou s'il y a un événement spécial, notamment la grande réunion, la des banques qui arrive prochainement, le marché va être saturé. Ouais. Donc, qui dit grosse demande, donc dit une augmentation des prix. L'avantage avec notre logiciel, c'est qu'il nous permet de voir la fluctuation du marché quotidiennement. D'accord, on travaille avec un peu comme si on jouait à la bourse. Et du coup, ça nous permet de pouvoir optimiser le prix du loyer pour notre client. Donc voilà. Et selon les périodes, ce ne sera pas le même prix? Exactement. Puisque tu as des périodes où c'est creux. Les périodes creuses, on les connaît tous sur le marché. Donc là, le prix va forcément être plus bas que sur une période estivale ou une période de forte demande. Sur des événements exceptionnels. Et là, du coup, le prix va varier.
forcément, puisque le prix du marché varie. Quand tu parles du 80-20, Oui. tu peux développer davantage? 80-20, loi de Pareto. Tu connais? Oui, bien sûr. Alors, 80-20, c'est-à-dire que nous, on va récupérer 20% et on rétrocédera 80% de l'annuité. Pour ces 20%, je n'ai pas les formules en tête, mais c'est le check-in, check-out, c'est les annonces publicitaires, c'est la mise en place sur les 21 plateformes, c'est notre présence pour leurs voyageurs, c'est le ménage avant-après, c'est la possibilité de proposer aux voyageurs un ménage quotidien, de leur proposer également la possibilité d'avoir des activités via des partenaires que j'ai mis en place. Et ensuite, tu as d'autres formules et les autres formules, elles sont un peu plus complexes puisqu'on va partir sur des villas un peu plus haut de gamme et du coup, les attentes des propriétaires sont un peu plus... Voilà, on va un peu plus bichonner. J'imagine qu'il y a toute une partie assurance aussi Bien entendu. pour protéger le bien. Avec les plateformes, on a les assurances nécessaires pour protéger le bien. C'est la sécurité qu'on veut apporter à nos propriétaires. L'aspect avec les femmes de ménage, c'est aussi super important. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des mauvaises expériences avec des femmes de ménage, soit qui volent ou des problèmes Grosse internes. problématique. Donc tu as aussi la pression de travailler avec des personnes de confiance, même en dehors des femmes de ménage. Oui. Comment tu gères cet aspect-là? Comme je t'ai dit, chaque étape a son interlocuteur direct. Une de mes sœurs s'occupe de cette partie-là, de la gestion des femmes de ménage pour les faire intervenir dans les locaux. Avec notre plateforme, ça nous permet de signaler qu'il y a une intervention à faire sur tel ou tel logement. La femme de ménage va avoir la faculté de dire « moi je prends ce chantier ». Donc à partir de là, on sait qui intervient dans le logement. Donc elle va intervenir, intervient ensuite ma sœur qui va faire un contrôle au niveau du ménage. Ensuite, si par exemple la femme de ménage décèle quelque chose, une anomalie dans le logement, elle va le signaler. Donc soit nous le signaler pour qu'on intervienne vis-à-vis du voyageur, parce qu'il y a une dégradation ou autre, soit elle va le signaler à un technicien, d'accord, un problème de plomberie ou un problème, peu importe. Et le technicien va, lui, intervenir. Quand il va intervenir, il va nous le signaler sur le logiciel et on aura l'information en flux tendu, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une démarche, ce sera fait. Donc vous utilisez beaucoup l'outil numérique. Exactement. Pour Exactement. la gestion de l'ensemble. Bon, après, on reste dans l'humain, puisque sûr. ma sœur reste dans la vigilance au niveau des logements. Ça aide. À la gestion. Pour la logistique, oui, ça aide. Et là, les premiers retours que tu as de tes clients, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien, on a des bons retours. J'ai quelques commentaires au niveau de Google, bien, puisque du coup, tu sais, comme on a également, comme je t'expliquais, des propriétaires qui gèrent leurs propres biens. Ouais. Donc c'est un échange gagnant, donc forcément ils sont aux petits soins avec les voyageurs et les voyageurs sont passés par nous, donc ils retiennent notre plateforme et en parallèle, le propriétaire, il a tout intérêt à ce que le voyageur revienne. Donc l'un dans l'autre, c'est un échange gagnant. On est plus fort quand on est plus attentionné d'un côté comme de l'autre. Et là, où est-ce qu'on est aujourd'hui en ce moment? Ici, on est dans le salon d'une des villas d'un complexe qu'on a en charge. Donc, c'est le complexe Zitouna, qui est à 3 minutes de Marrakech. C'est des villas privatives avec 3 chambres, piscine privée, cuisine tout équipée, avec un service propriétaire, justement. Le ménage, l'entretien des jardins, etc. Tout est fait par le propriétaire. Ouais, c'est un magnifique lieu. Oui, un très très beau domaine qui est en plein développement. C'est vraiment à découvrir. Les propriétaires sont adorables. À partir du mois de janvier, il va y avoir de la restauration sur place, barbecue, tu as pu voir sur place. Il y a aussi une ferme avec des animaux. Tu as la possibilité de pouvoir, pour les enfants, leur faire du poney. Ouais. Il y a la possibilité aussi d'un parc de jeux, donc ils peuvent circuler en toute sécurité. Et je trouve, pour un environnement familial, il n'y a pas de vis-à-vis au niveau de la piscine.
Très important. Hein. Très important, hein, surtout dans la culture marocaine. Des personnes qui cherchent justement à louer, hein. Ben là, c'est un très très beau lieu. Idéal pour les familles. Ouais. Exactement, idéal pour les familles. Et on est proche de Marrakech. Oui. Tout en ayant un peu les avantages de la nature et de la campagne. C'est une déconnexion totale, tu as vu, hein, c'est calme, c'est apaisant. Ouais. On est à la campagne, mais on est vraiment, 10 minutes de Guélise, hein, à peu près. Hein, ouais. C'est ça. Hein. Est-ce que c'est ce type de bien que tu aimes développer ou tu es ouvert à toutes sortes de biens? C'est vrai que c'est appréciable quand tu rentres, un bien, villa, etc. Forcément, ça vend du rêve. Donc, mais après, non. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment donner la chance à tout le monde. Okay. Ouais. Ça peut être un studio qui va servir de logement d'appoint pour quelqu'un qui vient pour une intervention, je ne sais pas moi, un business ou autre, un rendez-vous d'affaires et il est obligé de dormir sur place puis il ne veut pas mettre des billets et des cents. Ou ça peut être pour un séminaire et du coup il a besoin d'un logement d'une semaine et il ne veut pas aller à l'hôtel. Des appréhensions sur les grandes villas de luxe, hein, mais vraiment je te parle des grandes villas. Luxe. Ouais. Luxe plus. Parce que forcément, les voyageurs vont avoir des attentes très importantes. Ouais. Et pour le moment, je n'ai ni l'expérience, ni les personnes adaptées pour répondre à ces attentes-là. Ouais. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je cherche vraiment à apporter un service de qualité et je ne m'aventurerai pas sur quelque chose que je ne suis pas capable de faire pour le moment. Mais ça va venir. Ouais, dans le futur. Quand tu étais en France, tu travaillais dans l'immobilier. Est-ce que tu avais au fond de toi cette petite envie ou cette grande envie d'être un jour entrepreneuse et d'avoir ton propre business? La flamme de l'entrepreneuriat, je l'ai depuis longtemps. Ouais. D'accord, j'ai déjà fait des tentatives. Ça n'avait rien à voir avec l'immobilier. La petite anecdote, c'était je vendais de la maroquinerie, petite boutique de maroquinerie. Bon, j'étais encore jeune, donc il y a eu des erreurs de fait, ça n'a pas fonctionné. Mais oui, tu prends de l'expérience, tu accumules des acquis. Tu montes en poste, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais pourquoi pas tenter l'aventure et cette fois-ci devenir ma propre patronne et travailler pour moi. Donc tu as eu plusieurs échecs avant d'avoir ce projet-ci? On a tous des échecs dans la vie qui font qu'on apprend, et heureusement. Les erreurs que j'ai apprises de ma précédente expérience a fait que j'ai eu beaucoup plus de recul et on dit... un homme averti en vaut deux. Ouais. J'ai accentué sur les failles que j'avais à l'époque pour justement mettre en place les choses. Les échecs sont très bénéfiques. Oui. On grandit, on ajuste oui. Et je le vois vraiment comme quelque chose de positif. Il ne faut jamais prendre une expérience qui se conclut par un échec. Ce n'est pas un échec. Ouais. C'est une leçon. Voilà, il faut toujours le prendre comme ça pour la simple et bonne raison que, alors oui, ça n'a pas été au bout, mais on en a appris énormément. C'est quoi les grandes leçons de la vie que la vie t'a apporté justement? Ah, la vie, elle m'a bombardé de leçons. C'est vrai? Ah oui. Si c'est en lien avec ce que je fais aujourd'hui, je te dirais ne jamais baisser les bras, savoir rebondir et oser sortir de sa zone de confort. Ne pas avoir peur. De se lancer des défis et aller jusqu'au bout des choses. Pour la simple et bonne raison que quand tu te lances, quand c'est un projet qui est à toi, c'est ton bébé, tu as envie que ça marche. Ton implication ne sera jamais la même. Oui, tu es à 3000%. Comme tu dis, on est à 3000%. C'est l'adrénaline du matin. Tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Tu n'iras pas à reculons. Qu'est-ce qui te plaît en dehors de ça dans l'entrepreneuriat? Ne plus avoir un patron sur la tête. Ah. Quand tu prends de l'expérience, je pense qu'à un moment donné, tu as du mal avec les ordres parce que tu as le savoir-faire, le savoir-être, etc. Bien sûr que quand tu travailles pour un patron, tu es obligé. Tu sais que tu peux apporter avec ta propre personne, tu peux apporter quelque chose de nouveau. Quand tu deviens ton propre patron, oui. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins. Souvent, du tout. Tu travailles beaucoup plus que... Quand tu es employé? Bien entendu, c'est totalement différent. Il faut prendre conscience que quand tu es patron, quand tu deviens patron, tu travailles beaucoup plus. Si
Si comme Lamia, vous avez envie de revenir vivre au Maroc ou de venir vivre au Maroc, d'entreprendre ici, de créer des projets, on a créé différentes formules d'accompagnement. Donc, on vous aide à créer votre société SARL au Maroc et on a aussi un pack de services pour une installation réussie. Donc, tous les domaines importants pour réussir votre démarrage ici, professionnel, personnel au Maroc. Je vous mets toutes les infos, c'est le premier lien dans la description. Il faut savoir aussi, pour ma part, c'est quelque chose qui est de l'ordre du partage. D'accord ? Ouais. Je sais que la société aujourd'hui va apporter beaucoup aux propriétaires, aux voyageurs par ricochet, mais également avec toutes les personnes qui vont travailler avec nous. Que ce soit la femme de ménage ou le jardinier ou le plombier, peu importe. Et ben, je me dis que ces gens-là, je vais pouvoir peut-être leur apporter une qualité de vie, ouais. Puisqu'on a décidé avec mes frères et sœurs de vraiment être dans la bienveillance vis-à-vis de nos salariés. Et ça j'y dérogerai pas, parce qu'un salarié qui est bien ouais. Ne partira pas, ouais. D'accord ? Il sera fidèle. Normal, hein, on a tous été salariés. Et c'est de leur donner la possibilité de pouvoir également se projeter, d'accord ? Devenir propriétaire, puis après je m'occuperai de récupérer leurs biens. C'est plus ça, c'est de pouvoir apporter... Ouais, le côté humain, voilà. Bienveillant. Ouais. Je pars du principe que dans la vie, tu n'es pas tout seul, tu ne peux pas être seul à avancer, d'accord ? Autour de toi, tu as des gens qui vont venir intervenir, peu importe. D'accord ? Ça peut être des prestataires de services, ça peut être des interlocuteurs, des partenariats avec des guides touristiques ou ce genre de choses-là. Et toutes ces personnes-là ont autant à gagner que moi. Donc, au contraire, ouais, le partage, il est super important. Et il y a cet aspect, à mon avis, qui doit te parler de donner plus. Qu'est-ce qu'une personne normale donnerait ? Par rapport à quoi ? Ben, voilà, par rapport à tes employés, tes clients, ouais. Oui, déjà, c'est ancré en moi, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Mais, ouais, le fait de donner plus, de pouvoir apporter l'étincelle dans les yeux en te disant « Ah ouais, voilà, je travaille avec Lamia et ben depuis, voilà, j'ai du travail, on a un partenariat fluide ou... Mais c'est ça qui est génial. Dans le monde de l'entreprise et tout, c'est pas l'entreprise, c'est pas le patron qui fait la société, c'est l'humain. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent ici, genre la main-d'œuvre marocaine n'est pas chère, tu vois. Ils veulent les payer le minimum. Ouais. Mais au bout d'un certain temps, ça marche pas, tu vois. Est-ce que tu donnes pas de la valeur à tes employés? Ouais. T'essayes pas de les monter un peu? Mais si tu t'arrêtes à cet état d'esprit, ok, la main-d'œuvre, elle n'est pas chère. Mais ton turnover, il va représenter quoi? Ouais. Non. Tu vas pas garder les gens. Au contraire. Tu vas découvrir des potentiels, des personnes qui ont envie de travailler, mais on a tous envie de travailler pour gagner notre vie. On a tous envie de se projeter dans le futur. On ne travaille pas pour aujourd'hui et puis demain, Inch'Allah. Au contraire, moi, je ne suis pas dans cette politique-là et ma fratrie me rejoint. Nos salariés seront des gens à qui on donnera un salaire qui est convenable, d'accord, pour fidéliser leur travail et également leur permettre de se projeter dans une vie future. Au-delà du salaire, il y a aussi la reconnaissance. La reconnaissance, le fait de respecter les gens. Hein. C'est pas que la personne, c'est une femme de ménage, que voilà, il faut lui parler comme une moins que rien. Ouais, elle a autant de valeur que... Bien sûr, bien sûr. Elle a peut-être, cette personne-là, elle a peut-être plus de valeur que moi, humaine. Ouais. Donc, non, au contraire. Et les femmes de ménage sont tellement importantes aussi dans tous ces projets qui tournent ici. On est bien d'accord. Ouais. Tu as des piliers, notamment dans notre projet, où tu ne peux pas faire sans. Alors si il n'y a pas le respect, il n'y a pas le salaire, il n'y a pas la partie humaine, pourquoi la personne resterait chez toi? Ouais. Forcément, elle va partir. Puis après, il faut s'adapter aussi aux mentalités ici. Hein. Ils ont une manière de vivre qui est totalement différente de la France. Justement, comment tu t'adaptes à cette mentalité marocaine? Au tout début, j'avais contacté un cabinet comptable et donc il m'avait répondu, j'avais demandé des devis, etc. J'avais pas donné de retour et puis il m'a appelé à 00h30.
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, j'avais pas compris. J'ai trouvé ça, mais déplacé. Ouais. Arrivée à Marrakech, je me suis rendu compte que les gens travaillaient quand il faisait frais. Donc, forcément, ils étaient plus réveillés à partir de 9 heures, j'ai envie de te dire. C'est là où le business commence. Mais c'est génial. En fait, tu t'adaptes, tu te rends compte que, tu sais, chaque pays a sa culture, a sa manière de fonctionner, de vivre. Et il faut passer outre les règles qu'on nous a données où 19 heures, tout est fermé. D'accord? À minuit, tu n'appelles pas les gens. Dimanche, attention, sacrilège. Ici, non, ici, non. Ici, tu dois t'adapter à une autre mentalité, une autre manière de fonctionner, une autre... Mais c'est génial. C'est vrai que tous les pays méditerranéens, il y a cette culture de vivre une partie de la soirée différent de l'Europe. C'est totalement différent. C'est totalement différent et c'est génial. En Europe, tu vas sortir, tu vas te dire je vais sortir prendre l'air à 20 h, il n'y a plus personne dans les rues. Ici, c'est là où toutes les familles commencent à sortir. Ouais. Tout le monde sort, tu vois des enfants qui jouent au foot dehors, tu vois les cafés sont bondés. Surtout pendant le ramadan aussi. Oui. Et l'été. Tu peux pas choisir un pays comme le Maroc et te dire je prends tous les avantages du tourisme, de la chaleur, etc., sans te dire j'accepte aussi cette partie de l'année qui est non. Mais tu sais, une fois j'étais choquée à un touriste qui m'a dit que ça le dérangeait le Aden. Ouais. Je fais mais t'es dans un pays musulman, pourquoi ça? J'ai pas compris, mais... Tu vois, c'est la perception de tout un chacun. Ouais. D'accord? Alors que ça fait partie intégrale de la culture, de cette richesse du Maroc. Et t'en as d'autres qui trouvent ça magnifique, qui sont touchés. Ouais. L'appel à la prière, c'est un rappel qui te dit Rappelle-toi que t'es un humain, voilà. que Dieu est là, que ta vie a un sens. Bien sûr. Ouais. C'est N'oublie pas. T'as un rendez-vous là. Ouais. Tu arrêtes tout ce que tu fais dans ce bas monde et puis c'est magique. Et dis-moi, c'est un peu ma question clé des interviews. C'est quoi les avantages de vivre au Maroc, d'après toi? Avantages, inconvénients? Déjà, pour quelqu'un de musulman comme moi, c'est ne plus être freiné sur ta pratique, par exemple, d'accord? Sur ta manière de t'habiller. Là, bon, je suis apprêtée à l'européenne, mais je peux très bien te mettre un foulard, une djellaba et puis allons-y gaiement. Oui, mais tu vas aller faire ta prière, t'arrêter, faire ta prière. Moi, ce qui me fascine, c'est quand je tourne la tête que c'est l'heure de la prière et que je vois quelqu'un qui prie dehors, où la notion de vie n'a plus de sens. Il est là, il prie. Ça, c'est l'avantage pour un musulman. Tu sais, tu vis un peu ta religion cachée. En France. C'est mal vu. Ouais. Enfin, tu vois, tu es croyant, hein, tu es pratiquant ou autre, mais des fois, tu es obligé de te freiner parce que tu rentres pas dans les cases. Même si pour autant, tu es totalement intégré mentalement, état d'esprit, tout ce que tu veux. Enfin voilà, ça c'est pour la partie religieuse. Après, je crois que beaucoup de MRE, excuse-moi, beaucoup de MRE reviennent aussi pour ça. Hein. Ce côté, on revient dans un pays musulman, pour nos enfants aussi. Mais pas que. Ouais. Je pense, comme on disait au tout début, c'est ce cordon ombilical qui fait que... Il est en train de te rappeler. Reviens. Reviens. C'est quelque chose qui te prend dans les tripes. Hein. Même si tu as grandi en France et que la France, c'est ton pays de cœur, voilà, tu es française, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, ça te reprend. Et je sais pas si tu sais, il y a même des étrangers qui ressentent ça aussi. Quand on est attiré vers ce pays, et on sent comme si on a des racines aussi, alors que notre famille n'a rien à voir avec le Maroc. Tu vois, c'est marrant. Ce pays a une énergie qui est très, très positive, qui est encore dans la baraka. Hein, dans quelque chose de positif qui n'a pas encore été souillé par des mauvaises énergies. Ouais. Donc tu as encore... les gens ont encore
de la naïveté, de la gentillesse, de la bienveillance, de la bonté, de la générosité. Ce qui fait que tout ça, ça te touche dans ton âme profonde et dans ce qui est beau dans l'être humain. Est-ce que pour toi, ces valeurs vont pouvoir perdurer malgré l'avancement vers la modernité? Comment tu vois les choses? Ça reste des fondamentaux. Ouais. On ne peut pas être humain sans avoir une sensibilité, sans avoir de la bonté. Tu t'imagines, tu ne peux pas passer devant un enfant et tout sans lui donner un sourire, par exemple. Ouais. Et tu ne peux pas passer à côté de ton voisin qui ne mange pas, par exemple, sans être insensible. J'espère que ça va rester. Ouais. Ce serait triste. Ouais. J'avais un Marocain qui me disait, si on perd ça, on perd notre identité. Mais bien sûr, notre nature profonde, la nature profonde de l'être humain. La bonté, la générosité, la bienveillance. Chaque personne a un degré différent de ce précepte, pardon. Mais il est là. S'il n'est plus là, ça n'a plus de sens. Ouais. Moi, je ressens que le côté ville et vie moderne étouffe un peu ces valeurs-là par moment. C'est sûr que tu ne trouveras pas la même générosité, la même bonté comme, je dirais, Casa Centre, par exemple. Hein, c'est un exemple que je donne. Hein, et au fin fond de la campagne profonde, où les gens ont encore cette naïveté. Ils n'ont pas été pollués par l'appât du gain, par l'appât du business, le système, etc. Au fond de chaque Marocain, il y a ça qui est très présent. Oui, c'est très présent. On dit que le Marocain est karim, généreux. C'est ancré en nous. Tu sais, mes 2 premières années au Maroc, j'ai voyagé dans tout le pays. Ouais. Et j'étais accueilli chez des Marocains. C'était vraiment un bon passage dans ma vie où j'ai réalisé la richesse des Marocains. Ouais. Même s'ils n'ont rien, ils vont te poser leur verre de thé, ils vont te faire du pain, ils vont te faire puis ils vont t'accueillir et puis tu repars pas les mains vides. Hein. Impossible. Ouais. Mais c'est ça, c'est ancré en nous, c'est comme ça. Il y a d'autres avantages que tu voyais? Mais de travailler et de pouvoir prendre du temps pour soi. Tu peux travailler, mais même un rendez-vous professionnel n'est plus solennel en fait. Oui. Tu peux te poser dans un café, faire un rendez-vous pro, échanger et puis aboutir à un résultat professionnel, mais dans un environnement... C'est moins formel. Ouais. On n'est pas dans cette politique de rendez-vous solennel dans un bureau. Non, les meilleures affaires se font dans les cafés. Ouais. Même des fois, j'aime bien, tu rencontres quelqu'un, même pour du pro, et viens, on va marcher un petit peu. Mais oui, tu vois. On est vraiment dans une manière de fonctionner qui est totalement différente. Chaque rencontre devient un peu une potentielle amitié, un échange riche de connaissances, de savoir. Là, ça fait peu de temps que tu es arrivé. Oui. Est-ce que tu as déjà justement développé des nouvelles relations? Moi, j'ai le contact facile. Ouais. Et donc, je parle avec tout le monde, que ce soit la personne qui va mendier, je vais discuter un petit peu avec elle, ou le taxi, ou peu importe. Chaque rencontre pour moi est importante. Chaque rencontre, j'ai quelque chose à apprendre en termes intellectuels ou d'humilité. Aujourd'hui, j'ai des taxis qui m'appellent, oui, Lamia, ça va, tiens, j'ai un voyageur pour toi, j'ai un propriétaire, et ça devient, bon, le terme ami est fort, mais un relationnel qui est sincère. Et au Maroc, tu peux développer le relationnel très rapidement. Les gens sont ouverts. Les gens sont ouverts à la communication. Ils ont l'échange facile. Même le serveur qui va venir te servir, si tu souris un petit peu, etc., tu vas avoir un échange avec lui très sympathique. Tu peux même lui parler de ton problème du moment et il va chercher une solution avec toi. Ben oui. Ici, tu peux parler à tout le monde. Ouais. Tout le monde est ouvert à la communication. Tout le monde parle facilement, rigole facilement. Ouais. En fait, tu sors le matin et tu croises des gens toute la journée. Et chaque personne que tu vas rencontrer, elle va te véhiculer son énergie positive, son aura. Et plus la journée passe, plus toi, ton énergie est boostée. Tu arrives à la fin de la journée, tu es au taquet. C'est bon, tu peux sortir boire un verre. Contrairement en France, ta journée va être plutôt crescendo.
dans le mauvais sens. Ouais. D'accord? Tu peux te lever de bonne humeur et puis hop, tu vas te prendre des... les mauvaises idées. Ça va? Oh non, ça va pas. Bon, c'est pas tout le monde le cas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est vrai que les mentalités sont différentes. Et je sais pas si tu connais ce type-là. Il y a aussi le rapport avec ton type de personnalité. Si t'es plutôt extraverti ou introverti. Je pense qu'un extraverti va être comme un poisson dans l'eau au Maroc, quoi. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Et même un introverti comme moi s'en sort très bien aussi. Ouais. Parce que tu sais comment gérer aussi l'énergie. Oui. Je pense que toute personne introvertie ou extravertie va trouver sa manière de communiquer. Et comme la communication est facile, tout de suite on te met à l'aise. Par contre, moi, tu me poses à Jamalafna, ça me vide. Ça te vide? Ouais. C'est trop d'énergie. Eh ben moi aussi. J'aime pas cet endroit. Ouais. J'aime pas on va parler d'énergie, j'aime pas la vibration que ça vibre. Bon, c'est sympa, c'est vivant et tout, mais c'est pas un endroit où je me dirais, bah tiens, je vais y aller. Je pense que quand tu vis à Marrakech, c'est pas le lieu que tu as envie de fréquenter, quoi. Non, tu fréquentes tous les lieux sauf celui-là. Ouais. Des fois, je dois aller dans la Médina, je fais, ah non, j'ai pas envie, quoi. Ou alors, il faut y aller le matin. Le matin, c'est génial. C'est une autre énergie. Tu vois, tous les gens qui partent vers leur occupation. Ça reste un endroit à voir quand tu fais du tourisme. Bien sûr. Voilà, quand tu comme la Tour Eiffel, quoi. Voilà. Quand t'es parisien, tu t'en fous de la Tour Eiffel. C'est ça. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. J'aime bien poser cette question-là maintenant. Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais voir dans mes futures interviews? J'ai un contact justement qui fait des montres, d'accord, qui est en Suisse et qui va venir s'installer à Marrakech. D'accord, et on est en train de lui chercher un local. Ah, génial. Un sacré personnage. Donc, ok, on se mettra en contact. Alors. Avec grand plaisir. Et comment on fait pour te contacter, pour découvrir ton travail ou devenir client? Tu as le WhatsApp, donc le WhatsApp Pro. Tu as le site internet pour prendre rendez-vous et voir les formules pour faire une présentation, etc. Tu as un onglet prise de rendez-vous, présentation. Et après, il y a le numéro. Après, Yallah, c'est parti. Yallah, c'est parti. Processus déclenché. Bon, sachant que c'est moi qui réponds sur le WhatsApp. Ok. Le premier interlocuteur, c'est moi. C'est quoi ta vision du projet en court terme et long terme? Ah là là, mon tableau de visualisation. Alors, court terme, c'est vraiment les franchises. Oui. D'accord, sur tous les points d'axe de la côte. Comme je te disais tout à l'heure, Tanja, le Gouera. Donc, avis aux personnes qui sont intéressées, même les MRE qui veulent venir s'installer ici avec un projet. Nous, on peut proposer le projet, il n'y a pas de souci. Comme je t'expliquais lors de notre petit café de tout à l'heure, le logo de l'enseigne, c'est un octopus. Donc, il y a 8 points et nous voulons évoluer. J'ai retrouvé le mot 8 tentacules, c'est ça? 8 tentacules. C'est mon frère qui me disait, Lamia, tu connais l'octopus? Je lui disais non. Puis alors, donc il m'expliquait. Et du coup, voilà, on a 8 points. 8 points qu'on va mettre en place sur la conciergerie et les branches qui sont liées à la conciergerie. Donc tout ça se développe. Et on est vraiment sur une évolution qui va être liée aux voyageurs, d'accord, pour apporter un maximum de facilité. Ça va être sur par exemple, l'investissement, de pouvoir apporter des conseils au niveau des investissements, etc., de la promotion immobilière, la vente de ton bien. Il y a un programme qui est bien ficelé. Il y a un grand potentiel. Un gros potentiel. Et on ne s'arrêtera pas au Maroc. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci, et même s'il est déjà là, mais qu'il grandisse encore pour toi et ta famille. Je te laisse le message de conclusion, de fin. Comment tu aurais envie de terminer cet échange? Le Maroc est un merveilleux pays, d'accord? Et qu'il est à découvrir avec toutes ses richesses et toutes ses failles. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut entendre parler du Maroc,
On peut voir des photos, Des vidéos. des vidéos, mais tu ne pourras jamais, 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 au grand jamais, ressentir ce que tu ressens quand tu es sur place. Ouais. Je crois que c'est ça. Le mot de la fin, c'est venez découvrir le Maroc, ouais, son énergie, dans toute son énergie. Toutes ces couleurs. Ouais, toutes ces couleurs. Vraiment venir découvrir, que ce soit, tu vois, c'est tellement d'images le Maroc en fait, que ce soit son désert, que ce soit, tu sais, le mec qui va passer avec son âne et sa petite, comment on appelle ça? Charrette. Ouais, sa petite charrette, ou alors, y a tellement de choses. Tu sais, c'est les vendeurs ambulants avec leurs légumes sur leur charrette. Il y a plein de Maroc dans le Maroc. C'est exactement. Et T'as plein d'images, t'as plein de Maroc dans le Maroc. C'est exactement ça. ouais, j'aime bien ce message de le vivre et l'expérimenter. Oui, faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Tu pourras regarder toutes les vidéos, toutes les images, les photos, mais vivre un moment véritable au Maroc, Ouais. c'est autre chose. Beau message. Merci. Merci pour ce moment. Merci Stéphane, à toi. J'espère que ce bel échange avec Lamia vous aura plu, vous aura apporté peut-être des nouveaux éléments dans votre recherche d'installation au Maroc. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite pour vous. C'est pendant 7 jours, je vous envoie un conseil chaque jour, un conseil pour vous aider justement à réaliser votre installation au Maroc, à ne pas rater certaines étapes. Donc ça se passe dans la description de la vidéo, le deuxième lien pour la formation.